Bienvenue au balado l'Université Saint-Paul en conversation. Dans ce deuxième épisode intitulé « Qu'est-ce que le leadership transformatif ?», nous allons explorer cette notion de leadership et son impact sur les sociétés et organisations d'aujourd'hui. Au cours de cette discussion, menée par le recteur de l'Université Saint-Paul, Louis-Patrick Leroux, vous entendrez la professeure à l'École de leadership, écologie et équité, Bianca Bricciu. Bonjour Bianca Bricciu, ça me fait tellement plaisir d'être avec vous ce matin. Je pense qu'on a convenu qu'on allait se tutoyer. Alors, on est dans un mode de discussion toute simple, intime. Je te présente quand même aux auditeurs. Donc, tu es professeure adjointe à l'École de leadership, écologie et équité à l'Université Saint-Paul. Tu travailles sur le développement du leadership par l'intelligence émotionnelle et spirituelle, la pleine conscience, la compassion et la pensée systémique. Tu travailles depuis des années sur des questions de leadership transformatif, les enjeux de DEI, l'éducation intégrale, le trauma, le bien-être et la spiritualité. Tu es engagé dans la création et l'enseignement de programmes à l'Institut de leadership transformatif, donc notre école dédiée à ces questions de leadership à l'Université Saint-Paul. Donc, Bianca Bricciu, il existe de nombreux modèles de leadership. Des nomenclatures, des approches, toutes sortes d'approches. Je pense aux différents cours que j'ai pu prendre au cours de ma vie. Je me souviens à la base, quand j'étais au HEC à Montréal, mon professeur de management et de leadership, Laurent Lapierre, grand disciple de Mintzberg, Henry Mintzberg, nous disait « On a beau apprendre toute la théorie, à la base, on dirige comme on est. Nous dirigeons comme nous sommes. Donc, il faut d'abord apprendre à se connaître soi-même pour mieux comprendre comment diriger les autres. » Toi, tu enseignes une forme particulière, le leadership transformatif. Est-il transformatif pour les leaders, pour ceux qui le dirigent, ou encore pour les deux? En d'autres mots, en quoi le leadership est-il transformatif? Bon, merci beaucoup pour cette belle question. Je pense que leadership transformatif, ça inclut ce que vous avez dit du fait qu'on dirige comme nous sommes. Et ça inclut la dimension de réflexion sur soi, alors la transformation de soi-même, et aussi s'engager dans la transformation des relations interpersonnelles, de façon d'interagir avec les autres, et aussi de transformer des structures à son travail qui sont basées sur des principes, sur des valeurs essentielles. Et dans ce sens-là, je pense que leadership transformatif, ça inclut la transformation des leaders eux-mêmes et aussi la transformation de ceux avec qui les leaders travaillent. Mais c'est aussi une façon de comprendre le leadership comme une dynamique relationnelle qui est beaucoup basée sur des aspects qui peuvent être positifs ou des aspects qui peuvent être négatifs. Parce que, par exemple, les choix des leaders, leurs actions, ils sont juste le but d'un iceberg. Alors, c'est l'intériorité de leur monde ou leur monde intérieur qui est essentiel pour leurs choix, pour leurs décisions, pour leur façon de s'engager avec les autres. Alors là, dans le monde intérieur des leaders, on a beaucoup des émotions très belles. On a aussi leur passion, leur amour, leur désir, leurs valeurs essentielles. Mais aussi, il y a de la peur, de la désir de pouvoir, de la méfiance, des idéologies qu'on a apprises dans leur parcours. Alors, s'ils se rendent plus conscients de ce monde intérieur, ils peuvent être plus intentionnels de façon qu'ils s'engagent avec les autres. Alors, c'est ça que je trouve c'est très important et aussi de créer des conditions pour les autres, pour que les autres, alors les personnes qu'ils dirigent, peuvent avoir accès à
à leur créativité, à leur pouvoir d'expression aussi. Et tout ça exige du temps, de l'énergie. Comment créons-nous les conditions pour s'assurer effectivement qu'il y ait du temps au travail? Est-ce possible d'avoir ce temps-là pour travailler non seulement aux tâches devant nous, parce que généralement, en position de leadership ou autour du leader, on est constamment bousculé, on est constamment appelé à prendre des décisions rapides qui ont des portées de très longue durée. Donc, comment prévoir le temps et ce moment d'introspection? Et j'ai l'impression, j'entends, et corrige-moi si j'ai tort, que ce travail-là ne se fait pas tout seul, mais collectivement. Oui, je pense que la question du choix du temps est aussi une question de choix. Qu'est-ce qu'on choisit de valoriser? Alors, si on valorise, par exemple, la conscientisation, les relations, la créativité, alors on va trouver un peu de temps pour s'engager, pour créer des espaces ou des opportunités pour développer ces capacités-là. Il s'agit beaucoup de se demander pourquoi on fait ça, pourquoi nous sommes dans cette accélération, pourquoi nous sommes assez stressés. Alors, c'est quoi le but? C'est quoi notre degré de succès? Parce que c'est ça qui est très essentiel. Traditionnellement, on parle de leaders comme des managers qui assurent le succès d'une organisation. Ouais. Mais comment on définit le succès et le succès pour qui? Alors, si les leaders, ils peuvent penser un peu plus d'une façon systémique, alors de voir le succès comme un succès pour eux-mêmes, pour des personnes avec qui ils travaillent, pour l'organisation, je pense qu'on va trouver le temps de créer les espaces pour la réflexion, pour la conscientisation, parce que c'est très important de réfléchir à ces actions. Ça, c'est une traite essentielle de leader transformatif, de créer des opportunités pour se demander pourquoi je fais ce choix-là, pourquoi c'est important, comment on peut choisir ensemble et pourquoi c'est important pour nous tous et toutes. Mm-hmm. Et vous parlez d'espace, vous parlez de temps. Je vous entends, je t'entends, c'est vrai, on se tutoie. Je t'entends. Il y a cette exigence-là, une exigence morale et une exigence aussi professionnelle de veiller à ce qu'on soit bien et de veiller à ce que les autres soient bien. Mais est-ce que c'est possible qu'on se mette quand même dans une situation vulnérable, une espèce de précarisation aussi? Si on admet, l'autoréflexion passe par l'autocritique. Et Dieu sait que autour de soi, il y a déjà énormément de critiques. Donc, nourrir la critique par l'autocritique, est-ce potentiellement néfaste ou, au contraire, est-ce que ça ouvre la possibilité à un véritable dialogue? Et avec qui? Wow, oui, j'aime beaucoup cette question-là parce que je pense que l'autocritique, si on fait l'autocritique, nous sommes moins vulnérables à la critique des autres parce que nous savons déjà nos problèmes, nous savons déjà nos vulnérabilités. Alors, nous n'avons pas peur de prendre les critiques des autres. Et comme vous le savez bien dans les mots d'Einstein, qu'on ne peut pas résoudre les problèmes avec le même niveau de conscience lorsque nous avons eu quand les problèmes ont été créés. C'est très important d'avoir cette vision plus critique parce que c'est là qu'on peut changer la façon d'être, on peut changer aussi la façon de faire les choses. Parce que sinon, nous sommes dans la répétition de ce qu'on a appris déjà. Et si on veut transformer, alors si on veut créer des opportunités, des structures qui sont basées sur des valeurs, c'est très important de réfléchir. Mais aussi de reconnaître que nous sommes toujours dans un processus de transformation, de croissance, d'apprentissage. Alors, nous ne sommes pas tous et toutes formés avec toutes nos idées qui sont déjà gelées, qui ne vont jamais changer. Mais c'est important de changer d'une façon positive, constructive, comme une façon de se développer. Oui. Et c'est très noble, ce que tu proposes, et c'est beau.
C'est-à-dire, tu prends pour acquis que nous avons tous une grande valeur intrinsèque, que nous voulons tous apprendre, que nous sommes tous en accord avec nos valeurs. Mais on sait que parfois, on se retrouve dans des situations où il y a une inadéquation entre nos valeurs profondes et les valeurs de l'entreprise ou de l'organisme dans lequel on est. Comment faire? Donc, comment bien saisir ces valeurs, ces ancrages et de sortir de l'intérêt personnel plutôt que de tendre vers un intérêt collectif? Donc, on se retrouve souvent coincé là-dedans. Au niveau de ton enseignement, au niveau de ta recherche, tes réflexions, est-ce que tu nous proposes des exercices, des pistes possibles? Oui, je pense que les leaders, ils sont toujours dans un genre de tension créative. Alors, cette tension, c'est ce manque d'alignement entre leurs valeurs personnelles et leurs valeurs ancrées dans leur passion ou leur désir profond et les réalités vécues. Alors, il y a toujours cet effort d'essayer de trouver sa place dans son vision et aussi d'accepter les réalités qu'on ne peut pas franchir, qu'on ne peut pas changer. C'est là qui est la tension créative. Et parfois, c'est très inconfortable. C'est parce que je pense que c'est important pour les leaders de trouver leur forme de soutien, leur forme leur allié et aussi des pratiques pour, je pense, s'assurer qu'ils sont sur un alignement, qu'ils essayent toujours de le faire. Parce que si la tension est trop forte, on devient très vulnérable, c'est très douloureux d'être dans cette tension et parfois on peut renoncer à la vision. On peut juste recréer, on peut juste faire les choses qu'on doit faire, accepter les réalités qui sont autour de nous et devenir peut-être cynique dans le pire cas. Mais dans nos cours, par exemple, de développement des leaders transformatifs, alors on travaille avec les étudiants avec des approches de développement intégral qui incluent, par exemple, beaucoup des exercices de psychologie positive, beaucoup des exercices de pratiques spirituelles comme la pleine conscience, aussi des stratégies de transformation comme, par exemple, Immunité au changement par Robert Keegan et Lisa Lahey. Et on travaille avec ça pour devenir un peu plus consciente de nos obstacles internes. Parce que parfois, ils sont des obstacles externes, les réalités vécues qu'on ne peut pas franchir, mais ils sont aussi des obstacles internes. Et parfois, nous ne savons pas c'est où. Est-ce que c'est dans ma tête que je pense qu'on ne peut pas faire ça ou est-ce que c'est réel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas transformer? C'est fascinant. Donc, Keegan, les travaux de Keegan que j'ai rencontrés par ailleurs, il était très impressionnant dans une formation il y a pas très longtemps. Lorsqu'il parle de l'immunité au changement, il nous oblige en quelque sorte de poser le regard sur nos motivations, sur nos désirs, sur nos besoins. Et c'est pas toujours forcément aligné. Et il nous encourage aussi, en position de leader, de partager cet exercice avec les gens autour de nous. Et c'est un exercice fascinant et théoriquement parfait, mais dans la pratique, concrètement. Est-ce que ça peut nous mettre en position de vulnérabilité par rapport à l'articulation de visions contraires, peut-être, à celle de l'organisme, de la compagnie, de l'institution. Et comment faire, lorsqu'on fait cet exercice-là, on va voir évidemment qu'il y a des gens qui sont peut-être absolument en désaccord. Comment faire pour les ramener, ou enfin, est-ce qu'on doit les ramener? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Bon, là, c'est une situation difficile, je pense, parce que si on va découvrir dans le processus de cet exercice qu'il y a des gens qui ne sont pas alignés avec la vision, la mission de leur organisation,
Parfois, on peut s'engager dans un dialogue pour comprendre, parce que l'exercice il-même, il nous aide à comprendre ce qu'il se cache dans la personne. Alors, c'est quelque chose qu'on n'est pas vraiment consciente, mais qu'on découvre que nos actions sont contraires à nos valeurs ou à nos convictions profondes. Alors, si on découvre ça, on peut se demander c'est quoi la raison pour qui je ne suis pas alignée avec la vision, la mission de cette organisation. Et parfois, bon, si les personnes sont vraiment pas alignées, ça va être difficile pour eux de travailler. Alors, je pense que c'est mieux faire autre chose. De faire autre chose. Oui. Ou peut-être de réfléchir ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la vision, mission de l'organisation qui va au contraire les convictions profondes de cette personne et pourquoi ça arrive? Oui. Et vous avez demandé la question de vulnérabilité quelquefois. Oui. Je pense que on ne peut pas être un leader transformatif si on n'accepte pas un certain degré de vulnérabilité. Parce que là, c'est difficile d'accepter la vulnérabilité parce que, bon, comme des leaders, on va être dans une position de pouvoir. Mais je pense qu'on peut accepter plus la vulnérabilité si on s'équipe avec des alliés, si on s'équipe avec des pratiques pour nous, pour devenir un peu plus consciente. Si on accepte que la vulnérabilité nous mène plus en profondeur de notre façon d'être. Oui. On a déjà parlé de cette importance qu'on dirige comme nous sommes. Oui. Alors, si nous sommes un peu plus vulnérables, on peut ouvrir un genre de profondeur, de vulnérabilité dans les autres qui leur donne plus d'accès à leur motivation, à leur créativité, parce que c'est là en profondeur qu'on a beaucoup de pouvoir, beaucoup de choses qui sont merveilleuses, mais qu'on ne peut pas accéder si nous ne sommes pas vulnérables. Intéressant. Donc, on n'est pas du tout dans un modèle de force, d'intimidation. On est essentiellement dans un appel, une interpellation au dialogue. Ouais. Profond, ressenti, qui nous permet essentiellement de dialoguer de manière, honnête. Cette notion de la richesse intérieure qu'on cherche à accéder, elle semble faire référence aux IDGs, donc on entend beaucoup les Inner Development Goals, qui ont été conçus en quelque sorte en contrepartie aux SDGs, des Sustainability Development Goals, que mettait de l'avant l'UNESCO. Donc, c'est-à-dire des critères de succès écologique. Et ici, on bascule cette notion d'écologie vers une notion interne. Et ça semble être au cœur de ta démarche. Découvrir, maintenir, cultiver ces qualités internes me semble être absolument essentiel, non seulement chez tout être humain qui se réalise pleinement, mais ce que j'entends ici, surtout chez les leaders qui doivent cultiver ça chez eux pour permettre aux autres d'y accéder. J'aimerais beaucoup t'entendre là-dessus. Donc, comment ça s'applique au leadership et comment stimuler cette participation active? J'ai entendu tout à l'heure donc cette notion d'offrir des opportunités d'échange, mais comment et à quelle fin? Bon, un des aperçus de cette stratégie de Inner Development Goals ou les cibles de développement intérieur, c'était l'idée que nous avons créé les cibles de développement soutenable, mais nous sommes très loin de les achever. Nous sommes très loin de... Bon, parfois, le progrès est très lent ou même nul dans une partie du monde. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui se passe avec les capacités des gens de s'engager dans la transformation dont nous avons besoin pour changer ces structures. Et parfois, je pense qu'il y a un genre d'impuissance dans beaucoup de gens qui ne sont pas des leaders,
d'impuissance, de cynisme, d'isolation. Alors, je pense qu'on a presque perdu cette capacité de collaboration très large. Alors, on travaille maintenant pour la développer. Mais quand on parle du monde intérieur, ce n'est pas justement du monde intérieur, parce que le monde intérieur est toujours connecté avec les autres. Alors, nous sommes une partie unique et individuelle et personnelle, mais nous sommes aussi un soi partagé avec les autres. Alors, si on fait plus d'attention à ce monde intérieur, avec, par exemple, les cibles de développement intérieur, on peut noter, par exemple, qu'il parle de l'aspect de l'être, l'aspect d'authenticité, d'intégrité, d'un espace moral intérieur, mais aussi de la relationnalité, aussi de la capacité de confiance, la capacité de compassion, d'empathie, d'amour, alors de développer des collaborations qui sont très fortes et aussi qui sont basées dans un sens de vie. On travaille, par exemple, dans notre projet de recherche qui s'appelle Éducation pour l'épanouissement, qui est un projet de 2 ans que nous avons à notre université. On travaille avec les étudiants pour leur développement intérieur, mais aussi leur développement relationnel. Et on appelle ça, créer des capacités pour résilience, bien-être et connexion. On utilise, par exemple, des exercices de la pleine conscience, des exercices basés sur les arts, le théâtre, le dessin, aussi un autre exercice qu'on fait sont des exercices de pratique spirituelle et d'exercices de psychologie positive pour aider les étudiants à se connecter profondément avec eux-mêmes et aussi à se connecter profondément avec les autres pour s'engager dans l'action. Parce que si nous sommes isolés, si nous n'avons pas accès à cette agence profonde, à la passion, alors c'est difficile de s'engager dans le changement social. Comment contrer ce cynisme? Comment ramener? Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de gens épanouis, de gens qui veulent réussir, qui veulent être bien en communauté. Comment ramener ceux qui, essentiellement, témoignent d'une lassitude? Les gens cyniques ont essentiellement abandonné. Comment les ramener dans un contexte organisationnel? Je peux vous donner un exemple de mes cours. Quand j'enseigne, par exemple, beaucoup des aspects des exemples de transformation sociale, j'ai des étudiants qui sont cyniques, qui disent, oui, il y a cette initiative-là, mais ils sont, le grand discours est toujours contre nos valeurs, et toujours, il va pas nous mener au succès. Et c'est un genre de conflit entre leur désir pour l'espoir et leur cynisme. Alors, ce désir d'abandonner. Je pense que le cynisme, c'est une réaction traumatique. C'est une réaction quand on essaye de faire les choses et on perd la lutte. Quand on perd toujours, quand on rencontre des obstacles, alors il y a un moment où on va renoncer. Et je pense que pour aller au contraire de cynisme, c'est très important de créer des espaces de sécurité, de bienveillance, de dialogue, où les gens peuvent réfléchir à leur cynisme, où ils peuvent ouvrir, parce que au-delà de cynisme, il y a des émotions très fortes de souffrance. C'est une réaction, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas me lutter, alors je vais renoncer pour me protéger. Ouais. Mais de comprendre qu'il y a une autre façon de faire les choses, qu'on peut dépasser la souffrance. Alors pour les étudiants, par exemple, c'est très important d'ouvrir l'espace pour eux de partager leur expérience, de partager leur souffrance, leur émotion très forte, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi ils sont devenus cyniques, donner des exemples. Parce que ça leur donne l'occasion de réfléchir. C'est pour ça que maintenant, je n'ai pas la confiance, je veux abandonner. Mais si je peux avoir de l'espoir, alors créer des espaces pour les émotions, mais aussi créer des espaces d'espoir.
de partager des exemples inspirants. C'est ça que j'essaie de faire aussi dans les cours. OK. Tout à l'heure, tu as évoqué peut-être à mot découvert cette notion d'intelligence spirituelle. Qu'est-ce que c'est l'intelligence spirituelle? On est dans une époque un peu cynique par rapport au spirituel. Sans doute que, et là, si j'ai bien compris, le cynisme est une armure. Ouais. On se protège. Il y a le premier ministre du Québec qui ne voudrait pas qu'on prie en public. Parler de spiritualité aujourd'hui, c'est quand même évoquer un certain cynisme, une réaction, une résistance. Donc, qu'est-ce que tu entends par spiritualité dans ce contexte-ci? Qu'est-ce qu'une intelligence spirituelle? Puis on peut aussi parler en même temps d'intelligence émotionnelle, mais là, tu nous emmènes ailleurs aussi avec ça. Oui. Je pense que cette réaction contre la spiritualité, je le comprends très bien comme une réaction traumatique contre les règles religieuses, contre les contraintes que les religions ont créées pour les gens et ce désir de se libérer de ces règles-là. Mais je pense que la spiritualité, ça peut être connecté avec les religions ou pas. Alors, j'utilise une définition plus générale de la spiritualité comme des connexions, une connexion profonde avec soi-même, avec les autres, avec la nature et avec la divinité. Alors, on peut définir la divinité de beaucoup de façons. Il y a aussi un aspect de spiritualité humaniste qui est lié avec la quête du sens et aussi les aspects éthiques. Alors, c'est quoi mon but dans la vie? En quoi je suis ancrée dans mes approches, dans mon façon de faire les choses, dans mes décisions. Et la spiritualité, je pense que c'est un besoin humain fondamental de se connecter, d'être partie de quelque chose en plus large que l'individu. Et l'intelligence spirituelle, c'est quand nous sommes plus intentionnels avec la spiritualité, quand on comprend l'importance de la spiritualité et quand on peut intégrer la spiritualité dans notre façon de vivre. Parce qu'il y a quelque chose de, je pense, du côté d'amour, de la beauté qu'on peut inclure dans notre vie si nous sommes ancrés dans le spirituel. Parce que là, je pense que dans le monde spirituel, c'est cette quête du sens, mais aussi de comprendre pourquoi je fais ce que je fais. Alors, c'est quoi mon but dans la vie? C'est quoi qui me donne d'énergie, de la patience? C'est quoi qui me connecte profondément avec les autres? Et d'essayer de faire les choses là. C'est pour ça qu'on l'appelle l'intelligence spirituelle. Mais en psychologie, on a eu beaucoup je pense, des conflits aussi. Comment on peut définir l'intelligence spirituelle, si c'est une forme d'intelligence ou non. Mais je pense que plus qu'on conscientise la spiritualité, alors cette quête du sens, cette connexion avec... Parce que parfois, il s'agit d'une genre d'intuition, des moments de transcendance, d'unité que nous avons avec le monde, et parfois qu'on oublie, mais qui ont une influence profonde sur nos vies. Alors, si on peut les intégrer dans notre façon de faire les choses, si on peut comprendre c'était quoi que j'ai appris dans ce moment de transcendance, où j'ai senti quelque chose de très profond dans le monde, où j'ai senti... Il s'agit aussi de voir la divinité dans les autres personnes, le sacré, de les reconnaître comme un aspect de l'esprit et de comprendre son esprit profond aussi. Alors pour moi, l'intelligence spirituelle s'appuie beaucoup sur cet aspect d'interconnexion de la vie. Ou peut-être c'est une compréhension un peu plus asiatique, c'est parce que j'ai étudié en Asie, mais c'était cet aspect d'énergie qui traverse toutes les formes de vie que nous partageons avec un plus grand d'énergie. Oui, merci. Donc, reconnaître le sacré dans l'autre, c'est fort. Et ce que je retiens, donc, cette quête du sens qui est au cœur essentiellement de toute pratique spirituelle, où on se permet finalement une spiritualité, peu importe la religion, peu importe l'étiquette qu'on y met. On a tous ça chez nous. Je t'entends très bien.
J'aimerais aussi entendre Bianca sur cette notion d'interconnexion. Donc, on a évoqué l'interconnexion des leaders avec leur équipe, les équipes entre elles. Mais en ouvrant cette porte vers le spirituel, on ouvre aussi la porte vers le monde dans son ensemble, vers une préoccupation écologique. Pouvons-nous être leaders véritablement écologiques aujourd'hui, au-delà du ce que les Américains appellent le greenwashing, au-delà de certaines marques d'apparence finalement? Comment pouvons-nous être des leaders à la fois écologiques et profondément humains, profondément ancrés dans cette société qui n'est pas faite que de bâtiments, d'économie et de conflits humains? Merci. Vous avez touché la grande question de ce moment-là. On parle beaucoup de cette question dans notre école de leadership, écologie et équité, parce que nous sommes maintenant dans cette évolution toxique et destructive du capitalisme. Alors, par exemple, si on s'appuie sur l'intelligence spirituelle, il s'agit de cultiver notre capacité de sentir et aussi de sentir avec le cœur. Alors, il y a quelque chose qui est très profond de cette partie-là, parce que c'est là, dans le cœur, qu'on peut comprendre l'interconnexion, qu'on peut le sentir. Ce n'est pas dans la tête. Dans la tête, nous comprenons des choses, alors nous pouvons faire du sens, nous pouvons apprendre des choses, mais c'est dans le cœur qu'on peut sentir l'interconnexion avec la nature. Et on peut le connecter avec la tête en comprenant que nous ne sommes pas au sommet de la nature, mais nous sommes partie de la nature. Alors, on a développé cette façon de se relier à la nature comme une source pour nous, qu'on peut utiliser pour l'économie, Alors, cette manque de responsabilité envers la nature, c'est quelque chose qu'on doit transformer. Et je pense qu'être un leader écologique et humain n'est pas facile aujourd'hui parce qu'il faut faire des choix. Il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui ont un genre de triple valeur de peuple, profit, peuple et planète. Parce que jusqu'à ce moment-là, beaucoup des organisations ont justement le profit. Ça n'importe pas la destruction, ça n'importe pas le prix sur la planète, le prix sur les peuples. Mais c'est justement, c'est très important de témoigner les résultats de cette façon de voir l'économie, comme le profit, le pouvoir, la domination, l'extraction, parce que ça détruit pas justement la nature, mais beaucoup de peuples aussi. Et je pense que devenir un leader plus basé sur une compréhension de l'écologie, c'est de faire des décisions parfois qui vont contre le profit, maintenant, peut-être qu'on va choisir le profit, mais à un autre moment, là, on va choisir la planète. On va faire des choix, par exemple, avec les zéro déchets ou avec la réduction de la production même. C'est un choix difficile parce que nous sommes toujours dans cette idée de progrès, de croissance. Alors, c'est quelque chose qu'on ne fait pas vraiment. Alors, il y a quelques modèles maintenant qui parlent de cette façon de penser du côté écologique quand on fait des décisions pour l'organisation. OK. Donc, on est à la fois dans une pensée écologique, mais aussi on pense à la durabilité. En anglais, dit sustainability. Donc la durabilité humaine, sociale, écologique. Donc, tout l'emporte. Et ce que j'entends, c'est que la nature n'est pas seulement une ressource, mais une partie intrinsèque de qui nous sommes, ce que nous sommes. Donc, on se blesse soi-même essentiellement. C'est très beau. On vient de vivre l'élection d'un président américain qui
qui va nous perturber, qui va nous bousculer aussi dans ces objectifs-là. On entre dans un modèle d'intimidation, de bullying institutionnel à toute fin pratique, et qui préconise et qui met de l'avant les valeurs hyper, ultra capitalistes. Est-ce que nous allons ressentir un mouvement vers ce capitalisme, par moments sauvage, mais disons assumé? Et comment pouvons-nous nous positionner face à cette déferlante-là en tant que leader transformatif? Parce que sans doute qu'ils se considèrent aussi comme des leaders transformatifs. Oui, bon, je ne sais pas si j'ai si je peux répondre très bien à cette question-là, mais je vais quand même essayer. Parce que là, on parle... Vous savez, quand nous sommes dans une période de crise, il y a des forces, parce que dans une période de crise, c'est cette opportunité pour la transformation, mais aussi le danger de destruction. Oui. Alors maintenant, les forces sont amplifiées. Les forces destructives, vous avez parlé d'un capitalisme sauvage, de la force d'intimidation, du manque de conscientisation sur ce qui se passe dans le monde, en question d'écologie, aussi d'équité et de droits humains. Mais je pense que c'est ce que je dis aux étudiants, il faut faire tout ce que vous pouvez faire dans votre environnement où vous êtes. Alors, je pense que si chaque personne va prendre cette responsabilité de rester ancrée dans des valeurs, de rester connecté avec la nature et avec les autres, d'essayer de faire les choses qui mènent à l'épanouissement et pas à la destruction. Alors ça, c'est important. Parce que même s'il y a cette force du capitalisme sauvage, peut-être qu'on ne peut pas vraiment créer une force pareille, mais c'est aussi très important de former des alliances, des networks, de plus grands mouvements, parce que je pense que nous avons une façon d'oppression systémique qui est très grande. Alors, il faut développer un genre de libération systémique, un genre de transformation systémique. Alors, c'est important de s'allier avec les autres, de former des collaborations qui sont très fortes. Et j'ai vu beaucoup d'exemples, des mouvements comme ça. Par exemple, même les cibles de développement intérieur, c'est un mouvement global. Alors, nous sommes partis, notre université, nous avons signé une entente avec eux et nous essayons de faire à notre université, de créer des opportunités pour les étudiants. Oui. Alors, c'est là que, à la place de devenir... je pense qu'à la place d'aller en désespoir en regardant cette capitalisme sauvage, parce que c'est presque comme ça crée un genre de menace même pour les gens. C'est paralysant quand même si on est toujours ancré dans ce discours-là. Mais de voir c'est quoi qui me donne d'énergie, c'est quoi qui me donne la passion dans mon travail, dans des relations avec les autres. C'est quoi que je peux faire pour améliorer mon place où je suis. Ouais. Donc, c'est une opportunité. On n'est pas dans un conflit de matière et d'antimatière qui va tout effacer. On est vraiment dans une opportunité relationnelle, humaine, de networking. J'entends bien. Pour conclure, Bianca Bricciu, que cherchons-nous dans le leader idéal aujourd'hui? Oh, un leader idéal. C'est pas évident, hein? Il y en a peut-être plusieurs types aussi. Il y a peut-être des leaders pour différents types d'organismes, de corporations, d'institutions. Oui, vraiment. Mais je pense que nous avons besoin d'un leader qui ont des capacités de s'engager dans cette période de crise. Alors, pour avoir ces capacités de s'engager dans cette période-là, c'est vraiment important pour le leader de chercher les opportunités pour rester ancrés dans leurs valeurs, dans leur passion, dans leur vision,
et aussi de créer les opportunités pour les autres de, je pense, d'exprimer leur créativité, de collaborer, de participer, parce que les leaders, ils ne peuvent pas travailler tout seuls. Il faut travailler ensemble avec les autres. Et comment on travaille ensemble avec les autres? Nous ne sommes pas maintenant dans un modèle traditionnel de leader transactionnel ou leader par force, mais c'est très important je pense, d'inspirer les gens, de leur donner l'espoir, de créer les opportunités pour eux d'avoir accès à leur leadership. Parce que pour moi, la transformation est un aspect de co-création. Alors, on ne travaille jamais ensemble comme des leaders, mais on travaille avec les autres. Et comment on peut le faire, comment on peut créer des dynamiques qui mènent, comme j'ai déjà dit, au bien-être, à l'épanouissement, à l'espoir. Je pense que c'est important de se questionner, de trouver des moments pour réfléchir, pour avoir des dialogues avec les autres et aussi donner les opportunités aux autres pour exprimer leur créativité. Merci. Je prends des notes depuis tout à l'heure, donc j'aspire à être à la hauteur, comme plusieurs d'entre vous à l'écoute. Merci Bianca Briccio, professeure donc adjointe à l'École de leadership, écologie et équité à l'Université Saint-Paul. Ça a été vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup pour ces belles questions. Merci. Nous vous remercions d'avoir pris part à cette exploration du leadership transformatif. Si ce sujet vous a interpellé, restez à l'écoute pour notre prochain balado où nous discuterons des langues des signes et de leur rôle en tant que langue minoritaire. À notre micro, Bianca Briccio. À l'animation, Louis-Patrick Leroux. À la réalisation, Mario Boulian. Cette diffusion est une production des Balados Le Droit en collaboration avec l'Université Saint-Paul. À bientôt pour de nouvelles découvertes universitaires.